I don't know, baby. Kick my baby. Cultiver, planter, semer, entretenir, aérer, tiens c'est bien aéré. Mais qui a parlé de défricher ? C'est le mot qu'on évite soigneusement d'employer quand on parle de nos friches industrielles, reconverties, réhabilitées, réinvesties en lieu ou en laboratoire de culture. Je pense à la condition publique de Roubaix, mais aussi à Marseille et sa Belle de Mai. Je pense au 104 à Paris, qui était une friche, mais qu'on n'a pas défrichée à proprement parler, parce que la défricher, ça aurait été littéralement la nettoyer, l'ordonner, et la cultiver comme on cultive en agronomie une terre inculte. Défricher, ça aurait été effacer un peu de l'esprit de ces lieux délaissés qui n'ont pas attendu les grands travaux publics pour produire de la culture, des cultures qui sont même nées de la marginalité. La beauté de la friche, en réalité, c'est d'être un espace de mémoire et de résistance. En aucun cas, on ne peut la réduire à un lieu inculte ou cultivable, parce que ce serait nier toute la beauté de ces cultures marginales. Et la défricher, ce serait un peu comme la déboiser. À ma connaissance, le verbe refricher n'existe pas, mais il faudrait l'inventer, parce que chacun de ces lieux de culture que j'ai cités, la condition publique, le 104 ou la Belle de Mai, il y en a plein d'autres, reposent sur la mémoire des friches qu'ils ont été. Et le risque, ce serait justement qu'ils soient trop défrichés, aseptisés, cultivés entre nous. Quelle horreur d'être cultivés. France Inter, Augustin Trapenard. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui réinvestit volontiers les friches et toutes sortes d'espaces publics. Cet espace qu'il n'a cessé depuis 35 ans d'interroger, il fait parler les murs de nos villes à coups de pochoir, de silhouettes en blanc et noir, de petites flèches rouges. Plusieurs de ses œuvres, aux côtés de celles de J.R., Banksy, Blake Laura ou Mystique, sont exposées dans le cadre de Street Generations, 40 ans d'art urbain, actuellement et jusqu'au 18 juin à Roubaix, et en partie à la condition publique, où vient de se tenir le 7-9 de Patrick Cohen. Bonjour Jeff Aérosol. Bonjour Augustin. Merci beaucoup d'être là. C'est à l'artiste là que je m'adresse. Qu'est-ce que c'est pour vous un espace en friche ? Un espace en friche, pour beaucoup de gens, j'imagine que ça évoque l'esthétique de ce qu'on appelle le chaos urbain. Je n'aime pas beaucoup le terme en friche, effectivement. Je dirais que ce sont peut-être des espaces délaissés, dont on s'est lassé. Et quand vous disiez tout à l'heure que ce sont des espaces à aérer, quand on s'appelle aérosol, on en rêve évidemment. Ce sont des espaces qui vous inspirent, en tout cas ? Oui, mais pas que cela. C'est-à-dire qu'on a tendance à associer la pratique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art urbain ou le street art à ces espaces de chaos urbain, oui, de banlieue en friche. Or, j'aime aussi les lieux habités, les lieux qui ne sont pas forcément si urbains que ça, c'est-à-dire qu'on a des villages de campagne dans lesquels c'est un délice d'intervenir, et je ne me sens pas si éloigné que ça de ce qu'on appelle le land art, quelqu'un comme Andy Goldsworthy, par exemple, qui finalement travaille sur la nature. Donc, j'établis assez peu de frontières entre tous ces territoires. Et en même temps, la rue a toujours été un espace privilégié pour vous, espace d'exposition, galerie à ciel ouvert, mais surtout espace de rencontre, de dialogue aussi, j'ai l'impression. J'ai depuis que je suis gamin, cette espèce de fascination pour la foule, pour l'anonyme, pour l'inconnu, pour le fait de croiser pendant une vie entière, quotidiennement, quand on habite dans une ville d'importance suffisante pour pouvoir le faire, des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne reverra jamais. Vous trouvez qu'on se rencontre toujours autant dans les rues aujourd'hui ? Pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut croiser tous ces milliers de gens qu'on croise, on en rencontre très peu finalement, mais ils nourrissent quand même notre être au monde. Pour moi, c'est important de croiser des gens qui ne me ressemblent pas, par exemple. Alors, quel type de rencontre précisément est-ce que ça produit, est-ce que ça provoque un pochoir, un de vos pochoirs sur un mur ? C'est extraordinaire puisque ça me donne un don d'ubiquité d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous êtes partout. Voilà, c'est surtout que quand j'ai démarré il y a longtemps dans les années 80, je bombais à travers mes pochoirs mon portrait, mon autoportrait. Je collectionnais les photos Maton à l'époque, j'étais pas le seul, c'était un héritage de Warhol et de beaucoup de gens dans les années 70 et 80, et je bombais mon autoportrait souvent grimaçant sur les murs des villes. Donc d'une certaine façon, je me comment dire, mettez en scène. Voilà, je me mettais je me plaquais, je me bombais sur un coin de mur, et puis j'y restais et j'observais la foule, mais je restais là tout en étant ailleurs à bomber un deuxième portrait et un troisième, etc., etc. C'est une rencontre avec la poésie aussi, j'ai l'impression. Oui, alors ça, je tiens à cette dimension, puisque de plus en plus les artistes dits de rue ont besoin de se créer une espèce de légitimité politique parfois, à force de messages et de slogans.
et j'ai toujours évité de faire ça. En tout cas, quand je laisse des messages, qu'il y en a, c'est jamais frontalement. Et je pense que la dimension poétique, plus que politique, ou plutôt la politique de la poétique, en dit parfois beaucoup plus, quoi, de mon engagement en tout cas. Alors l'exposition qui a lieu en ce moment à Roubaix, elle réunit 40 ans d'art urbain, c'est son titre, elle se décline sous plusieurs formes, pochoir, collage, graffiti entre autres, art urbain, street art, vous avez parlé de land art, vous parlez souvent d'art contextuel, ce sont des termes qui vous conviennent, qu'est-ce que vous employez vous ? C'est difficile d'utiliser un terme générique pour tout ça, on est contraint et forcé d'avoir des termes un peu fourre-tout, ce sont les médias, les galeristes, les collectionneurs, etc., qui ont ce besoin forcément. Et je pense que la naissance de ce qu'on appelle un buzz, enfin cette mode de ce type de ce phénomène, qui depuis maintenant 10 ans envahit la planète entière, a forcé les gens à trouver un mot. Et on a trouvé un mot anglais, street art, mais street art littéralement c'est l'art dans la rue. Oui. Donc une expo de street art, par exemple, ça ne veut absolument rien dire. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Art urbain, bah oui, pourquoi pas. J'ai parlé tout à l'heure de l'urbanité ou pas. Contextuel, c'est intéressant parce que ça veut dire que le lieu qu'on investit joue son rôle dans l'œuvre, qu'il fait partie de l'œuvre. Je ne vais pas, enfin, je pourrais paraphraser mon maître et ami Ernest Pignon-Ernest, mais à cet égard, il a des propos toujours extrêmement justes pour parler de son travail. C'est très important de considérer que si l'art est dans la rue, il est vivant à plusieurs titres, parce que c'est la rue qui en grande partie fait l'œuvre. Alors c'est passionnant parce que ça pose la question du regard qu'on porte aussi sur le monde de l'art et sur ces artistes qui ont fait de la rue le support même de leur art. Il y a une époque où les artistes qui travaillaient dans la rue avaient des images de résistants, de marginaux. Aujourd'hui, effectivement, vous le dites à demi-mot, ils s'exposent lors de grands événements ou même dans des galeries. Ce sont plus du tout des vandales aujourd'hui, comme on les appelait, naguère. C'est compliqué, vous savez, c'est un peu comme pour le tatouage, par exemple, où je lisais dans le train en venant un article d'un autre copain qui s'appelle Patrick Eudeline dans Rock et Folk et qui disait: peut-on encore porter un pantalon de cuir en 2017? Ça, c'est une bonne question. Moi, la réponse est oui, je crois. La réponse est oui, parfois non souvent. Enfin, disons que c'est compliqué. Il faut lire l'article. Et donc, tout ça, c'est tellement est descendu dans les prises uniques, sans mépris pour les gens qui évidemment vont faire leur cause dans les prises uniques ou dans les monoprix. Mais je pense que c'est compliqué pour ceux qui ont démarré il y a un peu plus longtemps, comme c'est mon cas, de conserver une place ou de retrouver une place, alors que les choses ont beaucoup changé. Les murs, la ville était un peu vierge de tout ça quand j'ai démarré. Aujourd'hui, elle en est saturée. Donc, faut accepter le fait de ne plus faire partie de ce qu'on a pu appeler, peut-être de façon galvaudée, la contre-culture, Jeff Aerosol. Oui, je pense que tout ça, il faut jamais vouloir faire partie de quoi que ce soit. Il faut juste faire ce qu'on a à faire. Et ce sont les autres qui se chargent de décider de ce que vous faites et de mettre des termes sur ce que vous faites. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la France est souvent montrée en exemple comme un pays précurseur de ces arts. Je pense effectivement, vous l'avez cité, à un artiste comme Ernest Pignon-Ernest, qui est une référence dans le monde entier, comme s'il y avait un lien particulier entre la France et la rue, comme si la rue aussi pouvait être le lieu d'une révolution. Bon, on a tous en mémoire les ateliers des Beaux-Arts en 68, par exemple, mais même avant ça, et depuis ça, la France a effectivement été précurseur, je ne sais pas, parce qu'il se passait des choses ailleurs aussi. On pourrait citer Diego Rivera, on pourrait citer des gens partout, sur tous les continents. On peut citer aussi ce qui s'est passé en Californie à la grande époque du psychédélisme, et même et même avant. Donc je pense qu'en revanche, nous avons été les premiers à développer la technique du pochoir dans la rue. Quelqu'un comme Blake Lerat en 81, quelques mois avant que je démarre à Tours, de mon côté en 82, a été le premier à faire du pochoir vraiment une technique de rue, alors qu'aux États-Unis, on pratiquait la bombe dite libre pour faire du tag et du graffiti. Mais on n'en avait pas ici, des tags et des graffitis, quand nous on a commencé. C'est ce qui pose le problème de ceux qui disent que le pochoir, c'est du post-graffiti.
Pour moi, c'est pas le cas, puisque j'ai vu des gens pratiquer le graffiti à l'américaine après avoir commencé à faire du pochoir. Vous êtes pour la révolution, vous, Jeff Aerosol? Je suis pour la révolution permanente. Celle qui est de toutes les révolutions, figurez-vous, dans cette émission, vous la connaissez sans doute, c'est la culture et son actualité opportuniste et vénale, qui mange volontiers à tous les râteliers, mais qu'on aime plus que tout quand même. Tiens, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 7 avril? La main repliée, poing levé, pour dire non, et en même temps oui au siècle. Fin de partie pour Gatti, l'immense homme de théâtre Armand Gatti est mort hier à l'âge de 93 ans. Activiste, artiste multirécidiviste, Gatti a été de tous les combats, résistant, reporter engagé, lauréat du prix Albert Londres en 1954, mais surtout dramaturge ultra politisé. En portant sur les planches le monde de la prison ou des luttes ouvrières, Gatti se disait partisan d'un théâtre d'agitation, jamais conventionnel, résolument anti-institutionnel. Pari réussi, puisqu'en 68, sa pièce sur Franco avait été censurée par le général de Gaulle, qu'il appelait le poète surchauffé. Ça, on trouve ça plutôt stylé. Et là, attention, hein, objet d'art. Du tact, hein, s'il vous plaît, de la délicatesse. Profusion artistique, esthétique, politique dès ce week-end à Athènes. L'exposition Documenta, l'un des plus gros événements européens en matière d'art contemporain, sera inaugurée samedi et se partagera cette année entre la Grèce et l'Allemagne. Au menu forcément engagé, une symphonie de l'orchestre philharmonique des Syriens expatriés, des performances musclées, une ribambelle d'œuvres rebelles consacrées à toutes les crises migratoires et économiques. Magique. Rimbaud, Villon ont beaucoup compté pour moi et ont ouvert au fond le désir de lire et d'écrire. Du Ruinard pour Vuillard, le prix Alexandre Vialat a été attribué hier à Éric Vuillard pour son roman historique mais atypique 14 juillet, récit exalté de la prise de la Bastille du point de vue de ceux qui y étaient. Créé en hommage à l'écrivain et journaliste Alexandre Vialat, le prix récompense chaque année un écrivain pour son esprit, sa verve, son style. À la clé, 6 105 €, soit la somme de la hauteur du Puy-de-Dôme et de la longueur du fleuve Congo. C'est bien et c'est rigolo. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako. Balles de Bamako. Vendredi de grand soleil, on agite ses oreilles au programme des sorties musicales. Aujourd'hui, on prend un aller simple pour Bamako avec la Momali de M, hommage esthétique et lyrique au Mali. On se cale un date avec la petite amie de Juliette Armanet, notre invitée de la semaine dernière. Et enfin, on se plonge dans la pop clair-obscur du dernier album des Canadiens Timber Timber, Future Sincerely Pollution, Come On. Jeff Aerosol, invité de Boomerang ce matin pour l'exposition Street Generations, 40 ans d'art urbain à Roubaix. Vous avez commencé les pochoirs en 82 et vous avez poché partout, de Tours à la muraille de Chine, en passant par Paris, Bruxelles, Amsterdam, Istanbul. Alors on pense évidemment à votre pochoir de petit garçon assis la tête dans les genoux, ou alors à votre immense fresque près de Beaubourg à Paris, où un de vos alter ego nous invite à faire silence en faisant chut avec le doigt, et aussi à toutes les icônes de la musique que vous avez représentées, toujours signées d'une petite flèche rouge. Qu'est-ce qu'elle représente, cette petite flèche rouge? De quelle petite flèche rouge parlez-vous? Ça serait pas vous? Ce serait un artiste qui viendrait se superposer à vous? Peut-être bien. Ah yeah. Vous ne dites pas en fait ce que ça veut dire. Ces 2 secondes de silence sont éloquentes. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, vos pochoirs? Vous surveillez leur évolution? Alors, Internet, pour ça, c'est extraordinaire, parce que je reçois, grâce aux réseaux sociaux, entre autres, des photos, des images que j'ai semées ici et là, et ça me permet de voir comment elles vieillissent. Ouais. Que vous conservez. Il est possible de réintervenir, du coup, sur... Oh, on peut, mais j'aime bien aller intervenir ailleurs, laisser les images vieillir, vivre leur vie, s'effacer, et puis en faire de nouvelles, mais pas les mêmes au même endroit nécessairement. Vous vous souvenez honnêtement de chaque endroit où vous avez joué de votre aérosol, Jeff? Non, parce que mon vieil âge ça va. émousse ma mémoire. Mais non, j'ai à peu près en mémoire les différents pays, etc. Mais je ne pourrais pas citer tous les. J'en ai fait quand même des milliers, quoi, depuis. Vous voulez dire que ça vous arrive de passer quelque part dans la rue et de dire oh tiens. C'est moi, ça. Oui, oui. Alors c'est assez drôle, ça, de passer. Je faisais ça au début parce qu'on n'avait pas Internet et tout ça quand j'ai démarré, et on faisait même pas de photos d'ailleurs. J'avais un vulgaire Instamatic et bon, on n'avait pas cette notion de l'archivage comme aujourd'hui. Oui. Et donc j'y retournais le lendemain et puis je tendais l'oreille et je me mettais un petit peu en retrait. J'entendais les gens faire des commentaires sur ce que j'avais fait la nuit précédente. On parlait de rencontres tout à l'heure, y compris des rencontres avec soi-même. Ouais, alors ça veut dire votre le tout premier pochoir, c'était où, vous vous souvenez? Alors le tout premier, c'était dans le Vieux Tour, près de la place Plumereau, en 82.
J'ai passé 1 an à Tours et j'arrivais un petit peu nouveau dans cette ville. Je quittais ma ville natale de Nantes et je pense que le déclic s'est fait parce que j'étais inconnu dans cette ville, que je ne connaissais personne, que personne ne me connaissait. Ça m'a autorisé le délit, je dirais. Et parce que vous aviez découvert la bombe aussi, Jeff. Absolument, j'avais découvert cet outil assez incroyable qu'est la bombe aérosol. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette technique dès la première fois que vous l'avez vue à l'œuvre, je crois? Ce qui m'a attiré, c'est le côté immédiat. Et le fait de ne pas être en contact avec le support. J'avais peint, j'avais dessiné, on est toujours en contact avec le papier, la toile, le carton, quand on utilise un crayon ou un pinceau. La bombe aérosol, l'aérographe aussi, permet de rester à 10 ou 20 cm, de pulvériser, d'avoir une espèce de couche un peu uniforme, comme ça sur le support, ça m'a plu. Puis j'ai vu Futura 2000, lors d'un concert du groupe Clash, je parle souvent de cette anecdote parce qu'elle a quand même été fondatrice, en 81 au Théâtre Mogador, tournée du groupe Clash, 4 dates dans ce théâtre. Quelques temps après, ils étaient passés au Palace. Et sur la scène, un grand escogriffe était en train de peindre en live pendant que le groupe jouait une toile. Et il avait dans la main cet engin, la bombe aérosol, que je n'avais vu que dans des boutiques de bricolage. On utilisait ça à l'époque pour repeindre un radiateur, une mobilette ou un accroc à la voiture, quoi. C'était, personne n'utilisait ça. Et à part Gérard Zloty-Camien, peut-être, qui était un des grands précurseurs en France. Et ça m'a tout de suite séduit. Et vous avez vu tout de suite les potentialités artistiques, oui, absolument, notamment sur les nuances de noir et blanc, parce que c'est ça qui est frappant. Je faisais de la couleur à l'époque. Je me suis affranchi de la couleur au fur et à mesure du temps qui a passé, mais j'utilisais quand même beaucoup la couleur au démarrage. Et puis, quand j'ai vu ce type, ce qu'il faisait en plus c'était assez intéressant parce qu'il venait du graffiti américain, mais c'était déjà de l'art abstrait. C'était déjà, c'était pas ce qu'on appelle un writer, c'est-à-dire qu'il n'écrivait pas son blaze en calligraphie comme celle qu'on connaît sur les murs de New York. Il y avait déjà des choses un peu étranges dans sa peinture, très très abstraites. Et puis le groupe lui-même avait des blousons et des chemises peints au pochoir. Donc bombe aérosol plus pochoir, voilà quoi, c'était le déclic. C'est à ce moment-là où vous êtes appelé Jeff Aérosol tout de suite? Non, j'ai commencé par signer à Tours. Quand j'ai démarré, je signais Jeff. Parce que mon prénom étant Jean-François, mais on m'appelait Jeff depuis le lycée, donc c'était Jeff. Et puis j'ai rajouté le aérosol un peu plus tard. On avait tous des pseudos à la noix, Black Lerat, Speedy Graffito, Mystique, Epsilon Point. Et on les assume jusqu'au bout. Et on les assume absolument, oui, maintenant on en est même fiers. On va reparler de noms, de temps, de couleurs, de silhouettes, de regards, juste après un morceau qui est dans votre panthéon. Je le sais, même si vous me l'avez pas dit dès la première note, de toute façon vous allez le reconnaître. C'est Wild Things, That Drugs, 1966, vous êtes sur France Inter avec Jeff Aérosol, vous écoutez Boomerang, on est vendredi, on est bien. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. Wild thing, think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. Wild thing.
move me. Come on, wild thing. Oh, shake it, wild thing. Oh, you move me. Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard. En fait, on est quelque part entre le dandy, le cafetier de la Révolution de 1789 et puis Querelle, le marin de Jean Genet avec sa gueule d'amour, vous savez, de la fossette en veux-tu en voilà, de la cicatrice à gogo, du regard revolver à revendre, il faut le voir quand même, veste noire en velours lisse, à rayures mauve, gilet du même acabit, du même mauve, chemise violette à pois blanc, Beatle boots et Ray-Ban, résolument 60s, sans oublier évidemment la casquette, hein. La casquette Gavroche, Jeff Aerosol, invité de Boomerang ce matin pour parler de 40 ans d'art urbain, célébré à Roubaix jusqu'au 18 juin. Et pour revenir aussi sur un parcours, le vôtre, avant de vous attaquer au mur des villes, vous étiez prof d'anglais, ce qui nous fait au moins un point commun. Quel genre de prof est-ce que vous étiez, Jeff? Il faudrait demander à mes élèves. Non, mais vous vous souvenez quand même. J'ai aimé faire ce boulot. À l'époque, j'avais beaucoup de casquettes, puisqu'on parlait de casquettes à l'instant. J'étais enseignant, je faisais de la peinture, je faisais de la musique, j'étais père de famille à partir de 89. Ça faisait beaucoup de choses en même temps, mais j'avais cette énergie qu'on a quand on n'a pas encore atteint la cinquantaine. Voilà, quand j'ai commencé à faire du pochoir, j'avais 25 ans, j'en avais 33 quand mon fils est né. Et quel prof j'étais, quelqu'un qui disait la vérité à ses élèves, c'est-à-dire qu'il savait que je faisais de la musique, qu'il savait que je faisais de la peinture. Certains s'en foutaient comme de l'an 40 et d'autres venaient au concert ou me posaient des questions. Et donc j'ai aimé faire ce boulot et j'ai également beaucoup aimé arrêter de le faire. Et quel genre d'élève est-ce que vous étiez quand vous étiez petit? Du genre à dessiner sur les tables, sur les murs aussi? J'étais un élève j'étais maladivement timide. Et je me réfugiais dans le rêve. Et si je suis artiste aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire durer ce rêve qui a démarré quand j'étais tout jeune. Un rêve qui m'emmenait outre-Manche, outre-Atlantique, un rêve poétique et esthétique. Et musical aussi, quand vous musical, quand je dis qu'il m'emmenait outre-Manche et outre-Atlantique, c'était évidemment grâce à la musique et aux images qui venaient de là-bas, les deux étant intimement liés, c'est-à-dire que les images, c'était celles de ces musiciens dont je ne comprenais pas les textes, mais qui me fascinaient, venant de New York ou de Londres ou de San Francisco, et dont je rêvais en restant pendant des heures à apprendre par cœur chaque centimètre carré des pochettes de disques, en écoutant sur mon petit transistor ou sur mon premier petit électrophone, puisque la chaîne hi-fi c'est venu plus tard, ce qu'on vient d'entendre par exemple, des choses comme ça. Mais il est passé où le rock'n'roll aujourd'hui? Le rock'n'roll, encore un terme qu'il est compliqué d'utiliser aujourd'hui, et toujours. C'est pas que je veuille faire de la publicité pour Rock et Folk, mais le nouveau rédacteur en chef, puisque Philippe Manœuvre a pris sa retraite, Vincent Tanière a écrit un éditorial très très bien où il explique qu'aujourd'hui rock c'est devenu un adjectif. Et dès que le temps se gâte, la météo est un peu rock'n'roll aujourd'hui. Le boulot. Là, je l'ai employé comme un nom. Oui, j'entends bien, mais où est le rock aujourd'hui? Il est dans ce glissement sémantique qui en fait un adjectif, c'est-à-dire qu'il est partout et nulle part. Mais pour nous qui avons grandi pas qu'avec le rock, avec le folk, le blues, les musiques traditionnelles en ce qui me concerne, la chanson, etc. Il est dans le coin de notre cœur où il est né finalement. Il est resté dans ce petit coin de notre cœur. Et puis il est aussi dans toutes les images, les pochettes de disques d'artistes,
Les posters aussi, Jeff Aerosol. Tu gaspilles ton argent en achetant des affiches douteuses. C'est pas une affiche? C'est un poster. Oui, parce que comme à tous mes invités, Jeff Aerosol, je vous ai donné carte blanche pour terminer cette émission et vous avez choisi de nous parler d'un poster, justement, un poster de Dylan, que vous avez beaucoup représenté. Dylan, il faut nous le décrire, ce poster, peut-être, et nous raconter. Ce poster, je l'ai toujours dans mon petit salon de musique à la maison. Je l'ai depuis 1971, j'avais 14 ans. Et c'était mon premier voyage en Angleterre. Je suis ensuite allé pendant tous les étés de ma scolarité dans une famille pendant un mois. C'était l'époque de... Voilà, c'était à nous les petites anglaises, un peu, c'était ça. Enfin, quoique ma timidité me... Mais en tout cas, j'allais justement sur les lieux du rêve. Et 71, excursion à Londres et temps libre pendant 2 heures. On nous lâche à Piccadilly Circus et je fonce dans la première boutique qui s'appelait Lord Kitchener's Valet et qui est une boutique mythique qui n'existe plus évidemment depuis. Et là, les posters. Le mot même à l'époque nous faisait rêver. Le poster que je vois, qui me fascine en premier, c'est une peinture reproduite donc en poster, signée John Judkins. Une peinture signée de 69. Moi, j'ai acheté le poster en 71. C'était une commande que Lord Kitchener, la boutique, avait faite à cet artiste. Et c'est un portrait de Dylan peint avec sa tignasse, son profil, cette morque, cette tronche qui a changé ma vie. Je pense pouvoir dire que réellement Bob Dylan a changé ma vie, comme beaucoup d'autres, mais pas seulement avec sa musique, sa voix, mais aussi cette tronche, ce look, cette attitude. Et cette image, donc ce poster, en quoi est-ce qu'il a changé justement votre approche graphique? Qu'est-ce qu'elle vous a appris en fait, cette affiche? Cette affiche, c'était une peinture, mais d'après une photo. Et ce que je fais, c'est de la peinture d'après des photos. J'utilise souvent le terme, ce sont des photographismes. En deux, oui. En deux mots. Et j'ai beaucoup apprécié cette image parce qu'elle était d'une grande douceur et en même temps c'était l'incarnation même de la rébellion de mes années d'adolescent et des 70s effervescentes. Donc il y avait plein de choses dans cette image et puis elle était là dans ma chambre, j'étais pas tout seul quoi. C'est-à-dire que dans cette piole adolescente des années 60-70 chez mes parents à Nantes, j'étais accompagné par tous ceux qui habitaient les murs jusqu'au plafond de ma chambre et qui étaient mes amis. Donc quand je dis qu'ils ont changé ma vie, ils ont changé ma vie. Et les images qui sont produites aujourd'hui, Jeff Aerosol, on vit dans un monde d'images, saturé d'images. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent ? Aujourd'hui, les images, il faut aller les chercher, il faut faire un choix parce qu'on est envahi, alors qu'à l'époque, il fallait les mériter, les images. La presse musicale, par exemple, elle était rare. Aujourd'hui, c'est différent. En même temps, je ne peux pas me plaindre de cette profusion d'images, puisque j'aime les images. Mais c'est comme toute chose. Quand on en a beaucoup et à disposition, il faut faire un choix judicieux. Il faut être difficile. Il faut pas tout accepter. Exigeant. Toujours exigeant, ouais. Merci tellement, Jeff Aerosol, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Street Generations, 40 ans d'art urbain, c'est jusqu'au 18 juin à Roubaix, notamment à la Condition Publique. Je rappelle aussi que les Marseillais ont jusqu'à demain pour découvrir votre exposition People and Things à la galerie David Plusquois et que vous serez représenté à la Biennale d'art urbain de New York à partir de dimanche et jusqu'au 5 novembre. On vous voit aussi dans la rue, partout, évidemment. Merci à vous et merci à toutes les œuvres de Boomerang, la Mona Lisa de la Réal, Céline Hilla, le Titien de la Prog, Valentine Chédebois, la Demoiselle de Rochefort de la Culture, Alice Archimbault, le Bottero du Regard, Pierre Martinerie, la Malevich de l'Affiche, Alexandra Guiral, sans oublier le Duchamp de la musique, Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, la Vénus, ou la Muse, non pas des arts mais des médias, Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça. Est-ce que tu te sens en ville? Tu es perché bien loin dans le réseau social animal. Dans la jungle et tu cherches une place quand la lumière du jour te révulse, celle des réverbères te traverse l'esprit et quand la nuit tombe tu sens ta gorge qui se serre. Est-ce que tu ressens la sensation bizarre que tu as quand tu rentres chez toi, loin des regards de la ville?
Et là tu tournes en rond, alors tu te décides à sortir. Tu prends l'ascenseur et dans la rue Saint-Denis, tu tombes sur une pute qui te dit: bah alors toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens voir mon garçon, c'est pas la première fois que je te vois ici. Pourquoi tu passes tout le soir à boire et à errer dans la nuit? De bar à l'after à boîte de nuit. Toujours les mêmes histoires, toujours la même soirée. Tu enfiles ton blouson de cuir, les lunettes, les bottes qui raclent le sol. Tu prends l'ascenseur et là, tu pisses contre un mur. Pour toi, la nuit sera blanche. Tu t'enfonces dans les rues de Paris tragique, à base de Star Night et Gin Tonic. SSD La Femme sur France Inter.